Yael Lerer à Paris, je commence avec vous. Est-ce que vous partagez cette vision qu'a Arthur des accords d'Abraham? Non, évidemment. Et moi, je suis pour la paix. C'est toute ma vie et je milite pour la paix, mais je milite aussi pour la justice et l'égalité. Je ne pense pas qu'on peut parler de la paix sans parler de la justice et l'égalité. Et en Israël-Palestine, aujourd'hui, on a 15 millions de personnes. Moitié sont juifs israéliens, une autre moitié sont palestiniens. Une partie sont citoyens israéliens, une partie habite en Cisjordanie et il y a une partie, évidemment, à Gaza. Alors, toute l'idée d'accord d'Abraham, c'est de faire des relations, des normalisations avec d'autres pays, l'Indonésie qui est très très loin, de vendre beaucoup des armes, c'est-à-dire échange d'armes, et oublier complètement les personnes qui habitent vraiment sur le terrain, les Israéliens et les Palestiniens. Alors c'est pour ça que je trouve que l'accord d'Abraham est très problématique. En plus de ça, et Arthur vient de citer, il a dit quelle absurdité, l'extrême gauche en France, il est contre, et je ne sais pas quoi, contre Israël, et les régimes arabes, ils sont pour Israël. Alors les régimes arabes dont on parle, c'est des dictateurs. Ce n'est pas des régimes démocratiques, ce n'est pas des régimes qu'il n'y a pas une égalité interne chez personne, ni dans les pays arabes, ni dans les pays musulmans. Alors moi, ma vision, c'est oui, c'est une paix, c'est la justice, c'est l'égalité partout dans le Moyen-Orient et la démocratie partout au Moyen-Orient, et ce n'est pas les schémas pour y arriver. Je comprends. Rachel Bourli, Mohamed Ben Salman sera prochainement reçu à la Maison-Blanche. On imagine évidemment que les accords d'Abraham et la normalisation avec Israël seront évoqués. Alors, moi, je trouve que c'est un très, très beau projet auquel j'adhère et je ne trouve pas qu'Arthur ait dit des absurdités. Et je trouve justement que cette interview était très touchante, bouleversante. Il a été brillant et je conseille son livre très chaleureusement. En revanche, là où je peux rejoindre Yael sur certains points, c'est qu'il faut que ce projet soit bien structuré, mais c'est un projet qui rassemble des chefs d'État, des gouvernements. Mais est-ce que la société arabe et les personnes y adhèrent? Ça, c'est une autre chose. Parce que la rue arabe, est-ce qu'elle a envie d'aller vers Israël et vers les Juifs? Ça, je suis moins certaine. Il va falloir revoir tout ça et déconstruire la haine des Juifs et la haine d'Israël. Ça va être long, ça va prendre du temps. Et c'est là où moi j'ai un bémol, en revanche. Amir Badran, les accords d'Abraham, signés à l'époque par Donald Trump et donc le Maroc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ont enjambé la question palestinienne. Est-ce que là, les prochains pays qui rejoindront ces accords enjamberont aussi la question palestinienne, selon vous? Je crois que c'est impossible de le faire. Parce que les autres l'ont fait. Parce que si on va le faire, on va échouer une deuxième fois. Le Maroc l'a fait. On va échouer une deuxième fois. Il faut rappeler, les accords d'Abraham dont vous venez de citer en 2020, ils étaient fondés en fait sur deux piliers. C'était d'abord un rapprochement, une normalisation des États arabes avec Israël, mais en fait c'était fait en dehors et détaché complètement de la cause palestinienne. Oui, c'est-à-dire que justement, non mais il faut rappeler ça pour comprendre pourquoi ma réponse à moi, elle dit un non catégorique, parce que les accords d'Abraham, et la preuve en est aujourd'hui qu'ils ne marchent pas, même s'ils ont commencé, ils n'ont pas pu... malgré tout, ils ont survécu à cette guerre qui aurait pu troubler les relations entre Israël et le Maroc, troubler les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Justement, c'est pas le cas. Ils étaient basés en fait sur... On a fêté les 5 ans, Sharon Askel était aux Émirats arabes unis. On peut tout fêter, hein. Les fêtes, on peut en faire tous les jours. Maintenant, sur le terrain, où est-ce qu'on en est? Les pays des Émirats arabes sont là pour dire il y a des lignes rouges pour nous, comme ils l'ont dit la dernière fois, c'est-à-dire que l'annexion, on en parlera à la fin, l'annexion de Cisjordanie, où une souveraineté israélienne sur Cisjordanie est complètement détachée. Juste une phrase, il faut important de rappeler que c'était une pression américaine sur ces États pour se rapprocher, mais en fait c'était toujours sous des intérêts politiques et sécuritaires pour ces deux pays. D'ailleurs, le Maroc
sur la souveraineté et la question du Sahara occidental, c'était un chantage pour lequel le Maroc était prêt à se rapprocher. Bon, vous allez découvrir Amir Badran, il a du mal à lâcher la parole. Donc maintenant, c'est à votre tour. Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en fait, concrètement, ils rêvent que d'une chose, entrer dans l'histoire, avoir cette photo historique, normalisation, Donald Trump, Ben Salman, Netanyahou, on signe un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui. Alors, pour cette relation entre Trump et Netanyahou, je pense qu'il y a un pacte entre les deux. Maintenant, ils sont liés l'un à l'autre. Netanyahou sait que sans Trump, ça va être difficile que ce soit survivre politiquement ou même pour la position d'Israël dans le monde. Maintenant, je pense que faire un accord en éludant complètement la question palestinienne aujourd'hui, c'est plus possible. Je pense que si, en 2020, on en parlait beaucoup moins, et c'était quelque chose qui était beaucoup moins sur le devant de la scène. Aujourd'hui, c'est impossible d'ignorer le fait qu'il y a eu 2 ans de guerre, que certains appellent génocide, avec des choses contestables ou pas, mais il y a eu de la guerre. La question palestinienne est tellement sur le devant de la scène. C'est impossible de faire comme si ça n'existait pas. Et si ces pays-là font comme si on pouvait juste faire la paix avec Israël sans même évoquer la question palestinienne, quoi qu'on en pense, hein, mais ce serait donc c'est le conditionnement d'une signature de normalisation à la création d'un État palestinien immédiatement ou peut-être à terme dans le futur, plus lointain. Ça peut être pas forcément la création, soit une promesse, soit le fait de ne pas enterrer de facto la création de l'État typiquement en annexant ou en faisant un pas comme ça qui serait irréversible. En fait. Rachel Bourlier à Paris. Arthur l'a évoqué aussi hier en plateau dans le Grand Oral, le fait que l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde en termes de population, pourrait avancer vers une normalisation avec Israël. Ça aussi, ça serait historique. Absolument, ça c'est même primordial, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, je crois que le président indonésien l'a même annoncé, il va venir pour la première fois en Israël, mais je crois, vous l'avez même dit la semaine dernière dans l'émission, Israël n'a pas pu participer, je crois, aux compétitions de gymnastique en Indonésie. Exactement. Donc vous voyez, il y a cette ambiguïté encore qui demeure. Donc il y a encore du travail, mais moi je reste convaincue que c'est l'avenir de toute cette région. Et le discours du président indonésien a été très très fort. Et donc step by step. Il avait conclu son discours à l'ONU en disant Shalom. Exactement. Donc c'est vraiment très très fort. Et je crois que chaque mot est essentiel pour la paix et pour l'avenir. Soyons positifs. Yael Lerrer, est-ce que vous partagez cet optimisme-là ? Écoutez, moi, j'ai une nature optimiste. Moi aussi, je viens de le dire. J'aime bien d'avoir une paix durable et qui est basée sur l'égalité et la justice. Et sur une égalité citoyenne et entre la mer et les Jourdains. C'est vraiment mon rêve, mais la réalité est très très loin de ça. Nous, on sort d'un génocide, pour moi c'est un génocide, et à Gaza, on estime qu'il y a déjà presque 60 000 victimes identifiées, Palestiniens identifiés. Il y a environ 20 000 enfants qui étaient assassinés. Il y a beaucoup de personnes amputées et Gaza est devenu invivable. C'est pas une guerre, c'est une opération qui a continué même hier. C'est-à-dire hier, on va en parler juste après. Il y avait des soldats. Moi, je suis triste aussi. Alors, tout ce que je veux dire, et si on parle de step by step, étape par étape, la première chose à faire, c'est être sûr qu'on arrête complètement la guerre, qu'on arrête complètement la colonisation, qu'on se retire complètement de Gaza. Et après, on peut voir. Mais de toute façon, toute cette idée-là d'avoir la paix comme ça, la normalisation, avec l'Indonésie, de voyager, de vendre, et encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les ventes d'armement. Toute cette relation-là.
c'est beaucoup d'armement, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de choses qu'on n'aime pas ici en France. La France n'a pas le droit d'exporter des armements au tiers-monde, mais Israël les fait. Alors, c'est pas exactement une paix romantique, etc. On s'éloigne un peu du sujet. Juste, alors, j'entendais Rachel Bollé qui voulait réagir après Amir Badran. Mais moi, je pense que c'est vraiment le cœur des sujets, en fait. Allez-y, Rachel, et après Amir. Moi, je suis... quand j'entends Yael parler de génocide, parler d'assassinat, je suis désolée, je suis très sensible aux mots et je ne peux pas vous laisser employer des termes pareils. Il n'y a pas d'assassinat, on parle de guerre, il y a des victimes, c'est tragique. Quand il y a des enfants, quand il y a des civils, en revanche, je suis d'accord. Les assassine. Alors moi, j'aimerais si vous voulez qu'on emploie des mots, ce qui s'est passé, vous parlez d'hier, d'avant-hier, il y a eu des exécutions, absolument. Le Hamas a exécuté des civils gazaouis. Ça, oui, on peut en parler. Moi, je suis contre, moi, je ne suis pas pour le Hamas. Non, mais par contre, ça, vous ne l'avez pas mentionné. Non, mais ça, on peut le mentionner, mais j'aimerais bien... On peut le mentionner. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas mentionné beaucoup de choses qui s'est passées dans les dernières années. Non, mais vous pouvez le faire aussi, et ça, c'est dramatique. Non, mais je pense que c'est aussi dramatique. Il y a qu'Israël a fait travailler des Palestiniens en pensant qu'on peut faire... Non, mais vous n'avez pas mentionné l'exécution par le Hamas des civils gazaouis. Ça, vous n'êtes pas ému. Retour en plateau à Tel Aviv. Amir Badran, un petit mot. Pour retourner au sujet, justement, parlant du prince héritier du Riyad, il insiste sur deux conditions, en fait, quand on est en train de parler de cette rencontre qui va avoir lieu dans à peu près un mois. En fait, on retourne sur le point de base qui a été loupé en 2020, quand on a pensé à continuer avec les accords d'Abraham sans la cause palestinienne, en fait, sur deux points essentiels. Le premier, c'est établir une date échéance dans laquelle on est en train de parler pour aboutir à la création d'un État palestinien et non pas comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui pendant des décennies. C'est ce qu'on appelle l'enahel et asirsouch en hébreu, ça veut dire administrer cette cause palestinienne. En parler juste pour en parler, mais pour éviter la création d'un État. Le deuxième, c'est un chemin irréversible vers cette création d'un État, la création de la paix, une paix juste, une paix durable, et une égalité pour les deux côtés. Vous êtes le petit nouveau, vous avez le mot de la fin. Oui, non, mais je voulais juste rebondir rapidement sur l'échange qu'il y a eu juste avant à Paris. Le mot génocide, il provoque beaucoup de passion, et je comprends tout à fait. Et on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Juste par rapport à Israël a frappé et le Hamas exécute, tout ça. Le fait qu'Israël ait frappé, c'est une réponse à... ça a tiré du côté du Hamas sur des soldats israéliens. Du coup, ça a répondu de manière très... ça veut dire il y a eu des échanges de tirs. On ne sait même pas vraiment si c'est le Hamas qui a ordonné ça ou si c'est des hommes isolés, tout ça. Le Hamas se défend, tout ça. Israël a frappé de manière large, pas seulement à l'endroit où il y a eu la bagarre, mais un peu partout, de manière assez large. Et on rappelle tout de même que 2 soldats de Tsahal ont perdu la vie. 2 soldats de Tsahal ont perdu la vie. Si on part par là, on pourrait aussi rappeler qu'il y a, je ne sais plus, c'est 40 ou 60 Palestiniens qui ont été tués. 80. Pardon, excusez-moi. Donc 88. C'est-à-dire que en fait, ce jeu-là, je pense qu'il mène à rien. Il faut comprendre qu'un cessez-le-feu, des deux côtés, on essaye de voir à quel point c'est solide. Le Hamas, quand ils attaquent, si jamais c'est vraiment le Hamas, ils essayent de voir si Israël va réagir, et Israël réagit de manière très disproportionnée pour voir justement si le Hamas est capable... C'est un peu du bluff, quoi. Savoir si, en frappant fort comme ça, est-ce que ça résout le cessez-le-feu ou pas. Allez, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Vous avez été concis, contrairement à Amir Badran qui me faisait des signes. Réponse courte, et qui a parlé pendant 3 minutes. Allez, une nouvelle tendance inquiétante s'est emparée des réseaux sociaux. L'appropriation cynique du terme « survivant de l'Holocauste » par des utilisateurs de Gaza et des militants anti-israéliens. C'est l'objet du deuxième débat de l'émission. Pour en parler, nous accueillons Alban Perrin, formateur au Mémorial de la Shoah et chargé de cours à Sciences Po Bordeaux sur les génocides du XXe siècle. Bonsoir Alban Perrin, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, première question, selon les données de Cyberveille, depuis le 10 octobre, on observe une forte augmentation de l'utilisation d'expressions
banalisant la Shoah, notamment survivant de l'Holocauste de Gaza, et je suis un survivant d'un véritable Holocauste. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Je ne l'explique pas, je le constate, et effectivement, ce qu'on peut relever, c'est que ça relève à minima d'une minimisation, d'une banalisation de la Shoah, voire d'une inversion volontaire. Et que derrière ça, il y a l'idée de dire qu'aujourd'hui, évidemment, ce sont les Juifs, en dernière instance, qui sont les véritables nazis, puisque ce sont eux qui commettent un génocide, et c'est une manière d'effacer ce qu'a été le sort des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En outre, on peut voir que l'influenceuse maquillée dont vous montrez ici le portrait, elle a quand même peu à voir avec les images de survivants de véritables génocides. On peut penser évidemment aux images de survivants de la Shoah en 1945, l'état dans lequel ils ont été découverts, et également les images et le regard de survivants de génocide des Tutsis en 1994. Voilà. Et donc, sans parler des images des otages israéliens qui ont été libérés ces derniers jours. Voilà. Et donc, encore, oui. Mais il y a une phrase, selon moi, qui est la plus choquante, c'est « Je suis survivant d'un véritable Holocauste ». Sous-entendu, oui, la Shoah n'est pas un véritable génocide. C'est ça, c'est-à-dire que derrière ça, il y a une logique qui est un discours proprement antisémite, puisqu'il relève en présentant c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau de discours qui est de dire que ce qui s'est passé dans la bande de Gaza pendant 2 ans était un génocide, et puis il y a un nouveau degré de discours qui est de dire que c'est le véritable génocide. Sous-entendu, on évacue littéralement, c'est peut-être ça en définitive l'objectif, ce qu'a été le sort des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour nos téléspectateurs et pour les personnes qui nous regarderont ensuite sur les réseaux sociaux, Israël n'a pas été condamné par des tribunaux internationaux pour génocide, et dans la définition juridique du génocide, il y a l'intention, et lorsqu'on reçoit ici, voilà, vous n'êtes pas un homme de droit, vous n'êtes pas avocat, mais lorsqu'on reçoit ici des avocats et des juristes, ils nous disent il faut prouver l'intention pour la commission du génocide, et selon eux, ce n'est pas le cas pour Israël depuis le 7 octobre 2023. Oui, tout à fait. Et le fait que la guerre s'arrête avec la libération des otages démontre, à mon avis, que l'objectif de cette offensive, aussi meurtrière était-elle été, c'était bien de détruire les capacités militaires du Hamas et d'obtenir la libération des otages. Donc, ça sera compliqué aujourd'hui devant un tribunal international, devant la CPI, d'expliquer que l'objectif de l'État d'Israël était de détruire le groupe palestinien en tant que tel, puisque à partir du moment où les otages sont libérés, la guerre s'arrête. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. À très vite sur notre antenne. Merci beaucoup. Raphaël Roy, il nous reste quelques minutes avant la pub. Tal Or-Cohen Montemayor, donc c'est la PDG de Cyberveille, elle dénonce cette dérive et elle déclare qu'il s'agit non seulement d'antisémitisme, mais aussi d'une déshumanisation délibérée des Israéliens et des Juifs dans l'espace numérique. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, oui, tout à fait. Je pense surtout que... Enfin, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à rappeler, c'est qu'il y a des mots comme ça qui, dans l'imaginaire collectif, sont des bombes atomiques qui sont censées disqualifier tout de suite un parti, comparer Netanyahou à Hitler, dire que c'est un génocide, parler de Shoah, parler d'Holocauste. Tout ça, c'est des mots qui sont, pour nous, Européens occidentaux, pour le monde en règle générale, des choses qui frappent extrêmement fort. Et qui sont disqualifiantes. Qui sont complètement... Ça élimine tout de suite du discours. Et quand on le répète en inversant, en disant les Juifs génocide ou les Israéliens génocide, c'est à dessein, évidemment. Et ça... Ce que je voudrais juste alerter sur quelque chose, quand on utilise trop souvent ou quand on brandit des termes comme ça, qui sont très lourds de sens, qui sont historiquement très chargés, Holocauste, nazi, quand on dit que le Hamas est nazi par exemple, ou quand on dit que Netanyahou c'est Hitler, je comprends la démarche, mais c'est pas historiquement vrai et surtout ça vide de son sens les mots en réalité. Bon, on va continuer évidemment de parler de ce débat après une courte page de publicité. Vous inquiétez pas, vous aurez tous l'occasion de réagir à cette question. On se retrouve dans un instant, toujours en compagnie de Raphaël Roy, Amir Badran, Yael Lerer et Rachel Bourlier à Paris.